Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la télévision panafricaine. Et nous parlons de sport dans le cadre de l'émission 7 Sports. 7 Sports, vous le savez, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde avec des analyses, des commentaires des différents acteurs de ces disciplines. Au sommaire de 7 Sports aujourd'hui, nous parlerons de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se joue actuellement au Chili. Sur 4 équipes africaines, 2 ont réussi à accéder au stade des demi-finales. Et le thème de la semaine, donc du soir, il sera question également de savoir, de chercher à savoir si nous acheminons vers une finale 100% africaine dans cette Coupe du Monde. Sur ce plateau avec moi, comme tous les lundis soirs, 20h45, Michel Zouyi du service des sports de Canal 7. Bonsoir Michel. Bonsoir Willy. Comment vas-tu? Très bien. Mais ça se voit. Bah très bien vêtu, Michel. Ah oui, très bien, très belle coiffure. Merci, merci. Vous savez, quand vous avez la paix du cœur et la gloire de Dieu, on ne peut qu'illuminer comme ça. Et qu'est-ce qu'on dit souvent? Amen. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Amen, ça veut dire tout simplement ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ben voilà. Et aussi Mamadou Niang est là sur ce plateau, comme tous les lundis soirs. Bonsoir Mamadou Niang. Bonsoir Willy. Comment vas-tu? Ça va. On va lever une équivoque, Mamadou, parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous appellent pour demander un tout petit peu le lien de parenté que tu as avec Mamadou Niang, le joueur sénégalais. Est-ce que vous avez des liens? Oh non, nous avons des liens nous sommes la même région, oui. La même province, et nous parlons la même langue. Oui, d'accord. Les liens s'arrêtent là. Oui, mais c'est quand même Mamadou Niang, et puis c'est écrit exactement de la même façon. Hein. Oui, vous savez qu'au Sénégal, il y a beaucoup de noms comme ça, des noms et des prénoms qui se ressemblent. Quoi. Ça... Et qu'est-ce qu'on dit à nos amis sénégalais qui nous regardent depuis Dakar? Bonsoir, on va dire. Nangadef. Nangadef, comme d'habitude, comme tous les soirs. Nangadef à nos amis qui nous regardent depuis Kaolack, Ziguinchor. Ziguinchor, la ville Mbour également. Mbour, Dakar. Dakar, Saint-Louis. Ben voilà. Bignona. Etc., etc. Et on va dire bonjour à nos amis de la Guinée équatoriale. On va dire bonsoir, buenos tardes. N'est-ce pas, Michel? Oui, parce que bonjour, buenos dias. Dans la journée, on dit buenos dias. Oui, ah d'accord. Et au Gabon, comment on dit bonjour dans une ethnie, une langue vernaculaire du Gabon? Je parlerai de ma langue fang. Ah oui. Donc, je suis fang, donc on dit ombolo. Ah oui, mais il faut parler également, il faut le dire dans d'autres ethnies aussi. Marambouga. Ah, Marambouga. Ça, c'est en Pounou. Oui. Et encore autre chose, Botonaye, ça, c'est en... Beauté. En République démocratique du Congo. Mais bravo Michel, super. Mais vous voyez qu'il y a vraiment une diversité ici en ce qui concerne la culture africaine. C'est ça aussi. C'est ça le sport, c'est ça 7 Sports. C'est l'émission qui vous amène un peu partout en Afrique et à travers le monde, bien évidemment. Nous allons commencer cette émission pour parler déjà de la LINAF, donc la Ligue nationale de football professionnel du Gabon, qui est partie de l'INAF à l'INAFP. Et bien, Brice Bika Djambou, le président de la LINAFP, la Ligue nationale de football professionnel du Gabon, a procédé à l'installation du président de la commission technique licence club LINAFP, une ramification de la LINAF nouvellement créée qui va se charger de suivre les clubs de première et de deuxième division du championnat de football du Gabon à accéder à de potentiels sponsors. On regarde. Olivier Minko est le président de la commission technique licence club LINAFP. Il a été établi à ce poste jeudi dernier au siège de la LINAFP par Brice Bika Djambou. La licence club LINAFP est le document délivré par le bureau directeur de la LINAFP après avis de la commission technique chargée de procéder à l'évaluation motivée des clubs en vue de leur participation au National Foot. Pourquoi nous l'avons mis en place? Parce que nous avons constaté, comme vous d'ailleurs, que depuis que nous parlons du cahier de charge, beaucoup de clubs n'arrivent pas à s'arrimer, tirent encore et traînent les pieds. Donc, pour que les choses soient définitivement réglées et claires, chaque club, avant le démarrage du National Foot 2015-2016, se verra délivrer une licence club LINAFP. Si cette licence a aussi le mérite de permettre au club d'obtenir d'éventuels sponsors, elle a surtout pour objectif de crédibiliser davantage les clubs et permettre à ceux qui en sont titulaires d'être éligibles à la répartition de la subvention de l'État octroyée à la LINAFP. C'était un chronogramme de travail. Ce chronogramme de travail, il est fixé de telle sorte que la commission commence effectivement l'examen des dossiers à partir du lundi 2 novembre. Et pour donner des avis motivés sur la pertinence de chaque dossier jusqu'au 13 novembre et entamer par la suite une période de rattrapage qui va du 14 au 20 novembre
La commission technique licence club LINAFP se compose de 3 membres du bureau directeur de la LINAFP, 3 membres des clubs de première et de deuxième division, un représentant de la FEGAFOOT, un expert en football international, un expert en finance et comptabilité et un expert en droit. Voilà, Mamadou, la LINAF qui vient donc de se doter d'une autre structure qui va donc aider la LINAFP à faire en sorte que les clubs puissent bénéficier d'éventuels sponsors. C'est une très bonne chose, hein, Mamadou. Mais je pense que c'est une très bonne chose qui va aussi dans le sillage des objectifs que s'est fixé la LINAF, son organisation. C'est toujours de voir un peu là où il faut améliorer les choses pour que ça puisse aller de l'avant. On a constaté, c'est vrai que les clubs manquent de moyens, et que souvent, quand on voit souvent les championnats arrêtés en plein exercice, faute de moyens, c'est simplement parce que les clubs attendent trop de l'État, la subvention de l'État. Ouais. Et à partir du moment où maintenant les clubs ont la possibilité d'avoir leurs propres ressources, je crois que ça va aider aux clubs d'abord de fonctionner sans dépendre de l'État. L'État ne fait qu'accompagner, mais à l'arrivée, on voudrait que tous les clubs soient autonomes, comme ça se fait dans les championnats professionnels les plus en Europe ou bien aux États-Unis. Donc que les clubs au niveau du Gabon, au niveau de la LINAF, arrivent à être autonomes et ne pas dépendre souvent de la subvention de l'État. Pour ensuite, maintenant, que les compétitions puissent se jouer régulièrement, ensuite qu'on puisse également mettre l'accent sur la formation au niveau des clubs, qu'on puisse mettre les joueurs dans de bonnes conditions avec des contrats bien déterminés, bien définis, et puis bon, pour que ça puisse aller de l'avant. Je pense que c'est une très bonne chose, mais il faudrait également que les clubs accompagnent la LINAF dans ses objectifs. Si la LINAF a cet objectif-là, fait ses efforts, et qu'au niveau des clubs, on traîne le pied, il va sans dire que le projet va connaître un peu de difficultés. Mais si tout le monde va dans le même sens, je pense que ce sera une bonne chose pour le football gabonais, et qu'à l'avenir, on aura des clubs forts qui auront beaucoup plus de moyens. Et on espère bien que ce championnat va démarrer le 28 novembre prochain. Michel Ziohi avait raison la semaine dernière, parce qu'on parlait du 14 novembre. Michel avait la bonne information. Et le président de la LINAF, le responsable de la communication, Berlek Lekoba, nous a affirmé en coulisses que le 28 novembre prochain, eh bien, le championnat gabonais professionnel sera bel et bien effectif. Nous allons poursuivre cette émission et parler de la Côte d'Ivoire et du CHAN. C'est la Côte d'Ivoire qui sera au Rwanda l'année prochaine pour le CHAN 2016. Les éléphants ont éliminé le Ghana sur un score d'1-0 en match retour des éliminatoires de la zone Ouest B le vendredi 30 octobre dernier. On regarde ce reportage de Michel Zui. Le nom du 15e qualifié pour le CHAN 2016 qui se déroulera au Rwanda est enfin connu. Les éléphants locaux de Côte d'Ivoire ont arraché l'avant-dernier ticket disponible pour cette ultime phase. Battue lors du match aller 2-1, la sélection locale de Côte d'Ivoire a refait son retard en prenant sa revanche sur le Ghana lors de la phase retour. Elle s'est imposée sur le score d'1-0 vendredi à Abidjan grâce à l'unique réalisation de Bouakofi Davi à la 35e minute qui vaut de l'or. Les hommes de Michel Dussuyer, qui avaient manqué le CHAN 2014, après avoir participé aux 2 premières éditions, ont donc renversé la vapeur contre le Ghana afin d'être bel et bien présents au rendez-vous du championnat d'Afrique des nations de football qui se disputera entre 16 meilleures équipes africaines locales reparties entre 4 poules de 4 équipes du 16 au 7 février 2016 prochain au Rwanda. Après un sans faute lors des 3 premières éditions, le Ghana manquera en revanche son premier CHAN, laissant à la République démocratique du Congo et au Zimbabwe l'honneur d'avoir pris part aux 4 premières éditions de la compétition. À noter que les 14 autres pays déjà qualifiés sont le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Maroc, la Tunisie, l'Angola, le Gabon, le Mali, la Guinée, l'Éthiopie, le Nigeria, le Niger, la Zambie, l'Ouganda, le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire. Le dernier qualifié devait être connu ce 31 octobre à l'issue de la rencontre entre le Congo et le Cameroun, tout en tenant compte du score à l'aller à Yaoundé. Les 2 pays s'étaient séparés sur un score nul et vierge.
Et pour être plus complet sur ce CHAN, la Confédération africaine de football, en concertation avec les autorités rwandaises et le comité local d'organisation du championnat d'Afrique des Nations Orange Rwanda 2016, annonce que la cérémonie du tirage au sort du tournoi final de cette compétition aura lieu le dimanche 15 novembre 2015 à Kigali à partir de 18 h. Cette cérémonie était initialement prévue le 18 novembre. Le tournoi final de la 4e édition du CHAN aura lieu au Rwanda du 16 janvier au 7 février 2016 dans 3 villes, Gisenyi, Butare et Kigali, la capitale qui comptera 2 sites, à savoir à Maoro et Nyamirambo. Les 16 pays qualifiés sont donc, vous venez de l'entendre par Michel, par ordre alphabétique, l'Angola, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tunisie, la Zambie et le Zimbabwe. Alors, pour également compléter en ce qui concerne les journalistes, eux, sont informés de ce que la date de clôture des accréditations pour la cérémonie du tirage au sort reste maintenue au dimanche 8 novembre 2016. Michel Zouy. Oui, et pour compléter, effectivement, et pour compléter l'information par rapport aux pays participants, écoutez, le Cameroun vient d'arracher le dernier ticket de qualification parce qu'il y a 16 équipes qui prendront part évidemment à ce CHAN. Donc, la Côte d'Ivoire a occupé la 15e place, mais aujourd'hui, c'est le Cameroun qui arrache la 16e place. Et il faut dire que, généralement, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire avait très mal démarré, je dirais même, vous savez... Timidement, là. Timidement, oui. On a remarqué que ce soit chez les fanions ou les plus jeunes, on a remarqué qu'effectivement, ça commence toujours timidement. Vous vous souvenez de la CAN 2015, comment la Côte d'Ivoire est parvenue à... Ça veut dire que Michel pense à un sacre, la Côte d'Ivoire, dans ce bien sûr. Et vous voyez même, lors de la qualification, personne ne voyait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va venir renverser le Ghana, alors que le Ghana a quand même eu un plus beau parcours. Donc, c'est une équipe surprenante, que ce soit chez les fanions, vraiment c'est le dada des Ivoiriens. Généralement, on les néglige au départ, mais avec eux, on a appris la notion qui est celle-là de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Félicitations encore à cette jeune équipe ivoirienne et c'est dommage, le Ghana rate encore. Mais bon, qu'à cela ne tienne, écoutez, le ballon est rond pour tout le monde, c'est une surprise et voilà. Pas du tout, parce que c'est quand même, on va dire, ce sont deux géants qui s'affrontent et puis dans ce cas de figure, ça se voit pile ou face, soit c'est l'un ou l'autre qui passe. Oui, mais le Ghana était favori, normalement le Ghana était favori, on ne voyait pas du tout la Côte d'Ivoire. Déjà même avoir le revers qu'ils ont pris, ils ont essuyé 3-1 lors du match aller, c'est ce que vous avez vu là, la vidéo du match aller. Et là, au match retour, ils n'ont pu atteindre le Ghana que d'1-0. Donc vous voyez que du coup, le Ghana était plus en forme que la Côte d'Ivoire. Mais bon, après, le meilleur a gagné. Voilà. Que le meilleur se qualifie. Et que le meilleur se qualifie. On va parler cette fois-ci de Ligue des champions africaine, Mamadou, avant de revenir sur Michel et parler de Didier Drogba, qui est bien sûr le focus de cette émission. Mamadou Niang, la finale allée de la Ligue des champions, donc des clubs en Afrique, s'est jouée le week-end dernier. Et là, c'est le tout-puissant Mazembe qui est allé faire un résultat positif en Algérie en s'imposant 2-1. Un très bon résultat du tout-puissant Mazembe qui est allé battre l'USMA à Alger, la finale du samedi. Ça a été une très belle finale. D'abord, les Congolais ont mené au score 2-0 avant que les Algériens ne réduisent le score à la 88e minute. Ils ont même raté un penalty. Ils ont fait pratiquement, ils ont dominé tout le match. Ils ont fait montre d'une très grande expérience parce que c'est une équipe. On sous-entend que le match retour va quand même être assez. C'est plié déjà. On peut penser que c'est plié ou c'est jouable encore pour les Algériens. Non, c'est jouable pour les Algériens. D'ailleurs, le capitaine du tout-puissant Mazembe a dit que bon, on va jouer la finale au match aller. C'est qui Diaba? Et brandir. Non, c'est. C'est Kalouga ou j'ai oublié son nom. Il a dit qu'on va jouer le match aller, la finale, à Alger, et brandir le trophée à Lubumbashi dans une semaine. Mais après, il est revenu pour dire attention, nous avons pu gagner cette équipe-là au match aller 2-1, mais ce n'est pas encore plié parce que la performance que nous avons réussi, aussi, il peut réussir la même performance au match retour. Et le match retour sera dans une semaine? La semaine prochaine, dans cette semaine-ci. Donc, concentration jusqu'au bout. Donc, je pense que ce n'est pas encore joué. Ils ont un très bon résultat. Ils sont à un pas de la consécration. Mais attention, tout peut arriver dans le foot, quoi.
Voilà, donc tout puissant Mazembe à USM d'Algérie, ce sera le week-end prochain, cette rencontre comptant pour la finale, le match retour de la finale de la Ligue des champions africaine. L'international ivoirien Didier Drogba a été élu mercredi meilleur joueur du mois d'octobre en Major League Soccer. L'Ivoirien, qui compile 11 buts en 11 matchs dans la Ligue américaine, avait déjà été élu joueur du mois de septembre. Michel Zueyi. L'international attaquant ivoirien Didier Drogba encore récompensé. L'attaquant ivoirien est de nouveau été élu mercredi meilleur joueur du mois d'octobre en Major League Soccer. Didier a obtenu les suffrages du mois d'octobre après avoir été plébiscité en septembre dernier. L'élection avait eu lieu à l'occasion de la parution du 100e numéro du magazine officiel de Chelsea. Didier Drogba, qui a marqué 157 buts en 341 matchs sous le maillot des Bleus, a été consacré par les 20 000 votants devant Frank Lampard et John Terry. Malgré son départ du Deep Club, les fans de Chelsea n'ont pas oublié que c'est en grande partie grâce à leur attaquant vedette que le club a décroché sa première Ligue des Champions en mai dernier face au Bayern de Munich de Franck Ribéry. Depuis le mois d'août dernier, où il rejoint l'Impact Montréal, l'ancien buteur de Chelsea est sur un nuage. Car pour ce mois d'octobre, Didier Drogba a récolté 4 buts en 5 matchs, dont 4 départs. Il a notamment fait gagner au club ses 3 derniers matchs pour finir la saison en 3e place de l'association Est, obtenant du coup l'avantage du terrain pour le match de barrage contre le Toronto FC. L'international attaquant ivoirien Drogba compile déjà 11 buts au compteur en 11 matchs dans la Ligue américaine. Voilà, Michel Zueyi, Didier Drogba, toujours égal à lui-même. Ben, écoutez, Didier Drogba, c'est un phénomène, hein, il a un don. Il a un don, je dirais même que la Côte d'Ivoire est à l'honneur, encore une fois de plus cette année. Drogba, le championnat américain, c'est un championnat très compliqué. Qui est très relevé aussi, qui est très relevé. Et qui a déjà... Mais il a su s'imposer. Oui. Il a su imposer un rythme à ces derniers. Que ce soit Chelsea ou là où il est actuellement, ben, il a marqué son passage. Il a fourni des très beaux résultats. Et aujourd'hui, on peut dire que Didier Drogba est la référence, quoi. C'est la référence. Avec Samuel Eto'o. Oui, voilà, il compte parmi... Pierre-Emerick Aubameyang. Alors là, Willy Tatoudi, ce sont des ténors quand même du monde du football. Et félicitations parce qu'il a hissé très haut non seulement les couleurs africaines, mais également la Côte d'Ivoire qui peut s'estimer heureuse aujourd'hui d'entendre parler d'elle sur le continent américain. Donc, encore félicitations. Aujourd'hui, il comptabilise 11 buts. Ben, écoutez, ce n'est que le résultat d'un dur labeur, d'un dur travail qu'il a dû abattre pendant des années. Et c'est dommage que Didier Drogba ne soit plus à l'équipe nationale ivoirienne aujourd'hui. L'âge aussi, Michel. Oui, mais l'âge, voilà. Mais en dépit de l'âge, malgré son âge, mais il continue de s'imposer toutes les façons sur le continent américain. Mais en tout cas, on pourra dire que tout comme Pierre-Emerick, on croise les doigts parce que lui aussi, il se retrouve, il est en bonne posture actuellement. On entendra également parler du Gabon quelque part d'ici peu de temps. Hein. Voilà. Merci Michel Zueyi. Juste le temps de lancer cet élément concernant la FIFA. Le candidat à la présidence de la FIFA, le Sud-Africain Tokyo Sexwale, a promis la transparence financière s'il était élu à la tête de l'instance du football mondial. L'ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela est l'un des 8 candidats à la présidence de la FIFA dont l'élection est fixée au 26 février prochain. Mamadou Niang. Le Sud-Africain Tokyo Sexwale, candidat à la présidence de la FIFA, a promis mardi la transparence financière s'il était élu, dénonçant l'incapacité de la FIFA à retracer les mouvements d'argent. Ce qui est cassé à la FIFA, c'est sa capacité à retracer les mouvements d'argent, a déclaré Sexwale. Il s'agit de bien gérer financièrement, de mettre en place des systèmes de contrôle, de s'assurer qu'il y a beaucoup de transparence et de responsabilité de la part des membres de la FIFA. C'est ce que je voudrais apporter à la FIFA, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse au siège de la Fédération sud-africaine de football à Soweto, dans la banlieue de Johannesburg. Si vous suivez le mouvement d'argent, il laisse des empreintes. Si l'argent disparaît, il s'agit de trouver qui est la dernière personne qu'il avait en sa possession, a-t-il poursuivi. Pour moi, c'est la chose la plus facile que je connaisse. Gérer des organisations, des budgets de 5, 10, 20 fois plus important que celui de la FIFA, a assuré ce richissime homme d'affaires.
Tokyo Sekwale est l'un des 8 candidats à la tête de la présidence de la FIFA, gangréné par un retentissant scandale de corruption. Il n'est pas issu du sérail du football et se démarque par son parcours atypique. Ancien compagnon de prison de Nelson Mandela, Tokyo Sekwale est avant tout connu pour son engagement politique. Il fait figure de candidat du changement à la tête de la FIFA. Il jouit d'une réelle image d'intégrité. Pendant que Tokyo Sekwale promet bien évidemment la transparence s'il était élu à la tête de la FIFA, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, réuni à son siège au Caire en Égypte, se donne lui le temps nécessaire pour se prononcer sur le candidat à soutenir. L'instance du football africain a reçu la visite de 4 de 7 candidats officiellement déclarés. On regarde une nouvelle fois ce reportage de Mamadou Niang. Réuni en session à son siège au Caire, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a pris acte de la clôture du dépôt de candidature à l'élection de la présidence de la FIFA prévue le 26 février 2016. À la faveur de ces assises, qui marquaient la fin du cycle des réunions annuelles de la CAF, le comité exécutif a reçu et écouté, entre le 25 et le 28 octobre, 4 candidats déclarés à l'élection à la présidence de la FIFA. Il s'agit notamment, par ordre de passage, du Cheikh Salman Al-Khalifa, du prince Ali Al-Hussein, de Gianni Infantino et du Sud-Africain Tokyo Sekwale. Après des échanges avec les différentes personnalités, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, à l'unanimité, a décidé de laisser les procédures administratives de validation des candidatures se poursuivre, tout en se donnant tout le temps nécessaire pour se prononcer en tenant principalement compte des intérêts du continent africain. Par ailleurs, le comité exécutif s'est félicité de la désignation comme président par intérim de la FIFA de M. Issa Hayatou en application des dispositions statutaires en vigueur à la FIFA et s'est engagé à lui apporter, comme toujours, tout le soutien nécessaire dans la réussite de sa mission. Voilà, Abdulaziz Maïga nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Abdulaziz Maïga. Bonsoir Willy, bonsoir Mamadou. Bien vêtu. Hein? Merci. Wow. C'est la classe, hein, il faut le dire. Merci. Mais merci. voilà, nous allons parler tout de suite de la candidature de Tokyo Sekwale que tu connais très bien, qui promet lui la transparence s'il était élu à la tête de la FIFA, et que derrière également il y a la CAF qui s'est réunie, qui se donne le temps de pouvoir regarder à un moment donné quel sera bien sûr le candidat désigné par la Confédération africaine de football. Donc du coup, Sekwale, est-ce qu'aujourd'hui peut-il profiter de l'appui de la CAF? Sekwale, si bien sûr l'appui de la CAF, parce que la CAF ne s'est pas encore prononcée sur un candidat en tant que tel. Il faut dire d'abord qu'il est dans une période de campagne, il a des arguments à faire valoir vu tout ce qui se passe présentement du côté de la FIFA et vu l'incapacité de montrer la transparence dans la gestion des fonds. Il se base sur cet argument pour pouvoir dire que s'il vient à la tête de l'instance de la Fédération internationale de football, il pourra apporter une transparence. On espère bien qu'il amène cette transparence que tout le monde veut, mais dire que la CAF est déjà derrière Sekwale, c'est déjà trop dit, parce que lors du dernier congrès de la CAF, ils ont auditionné 4 candidats et ils ont dit qu'ils feront un travail en interne pour pouvoir voir le candidat qui sera soutenu, parce qu'il faut le dire aussi que la CAF compte 54 nations et derrière la CAF, 54 fédérations, et derrière la CAF, il y a l'UEFA. Donc la CAF a une certaine autorité, un rôle majeur à jouer. Et du coup, toutes les confédérations sont derrière la CAF pour pouvoir solliciter la CAF dans leur appui et aussi pousser leurs candidats. Mais je pense que la CAF fera le choix, non pas parce que ça va être un Africain, mais quelqu'un qui pourra apporter de la transparence dans le football mondial. Mamadou Niang, un mot par rapport bien sûr à la CAF et à Sekwale, qui est aujourd'hui, s'il faut le dire, le candidat le mieux placé en Afrique. Bon, le candidat le mieux placé, je ne le dirai pas, parce que bon, de toute façon, c'est un candidat qui va exposer son programme. La CAF attend tous les candidats. Si Sekwale a un programme qui séduit la CAF, c'est OK. Si maintenant c'est un autre candidat qui séduit la CAF, bon, de toute façon, c'est une candidature, il faut présenter ses objectifs, dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Bon, il a déjà dit qu'il prône la transparence. Et au niveau de la FIFA, on sait que le gros problème de la FIFA actuellement, c'est la transparence dans la gestion financière surtout. Bon, si lui, il peut apporter cette transparence et qu'il n'a jamais été mêlé dans toute cette histoire
contrairement à certains candidats, parce que beaucoup de candidats de la FIFA actuellement sont dans le circuit, et que lui, il se présente comme quelqu'un de propre, oui, entre guillemets. Pas Arsène Lupin. Voilà. Mais peut-être en Robin des Bois. Bah oui, parce que donc là, ça va être vraiment compliqué pour la FIFA. De toutes les façons, ça va être compliqué. Donc, on attend les candidatures. Et pour la CAF aussi, c'est un honneur pour Issa Yatou. Vous savez qu'il n'a pas reçu ses candidats à gérer ou bien quelque part ailleurs. Il est resté à son siège. Donc, voir aussi que les candidats du monde entier déferlaient vers le siège de la CAF au Caire pour présenter, pour exposer le candidat, ça veut dire que, alors quelque part aussi, le président de la Confédération a du galon. Bon, ça reçoit également son niveau, son importance par rapport au football mondial. Donc c'est bravo aussi pour la CAF et puis félicitations pour Issa Yatou et son organisation. Je pense qu'ils vont faire le bon choix pour un candidat qui va rencontrer les objectifs de la FIFA, de la CAF, quoi. Voilà, nous allons poursuivre cette émission et parler de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se joue actuellement au Chili. L'Afrique a présenté 4 nations. Sur les 4, il y a 2 qui sont aujourd'hui qualifiées pour les demi-finales. Il s'agit du Mali et du Nigeria. Nous allons tout de suite regarder les images de la victoire, Mamadou, parce qu'il y a le Nigeria qui s'est débarrassé du Brésil dans cette Coupe du Monde, dans ce quart de finale. 3 buts à 0. C'est une grosse équipe nigériane qui est tenante du titre, ça il faut le préciser, mais qui va vers une finale et qui aujourd'hui se présente comme l'équipe, mais vraiment qui est mieux placée pour remporter cette Coupe du Monde. Mais je l'avais dit sur le plateau ici la fois dernière que le Nigeria, nous avons 1000 chances, l'Afrique a 1000 chances d'avoir des équipes en finale. Ce n'est pas écarté parce que j'ai toujours dit qu'en petite catégorie, l'Afrique n'a rien à envier aux autres fédérations, aux autres confédérations. Et que ces jeunes, ils ont fait leur preuve. Vous avez tout à l'heure dit que le Nigeria est champion du monde de 17 ans, de moins de 17 ans. C'est ce qui était champion du monde, ce n'est pas ces jeunes-là, c'est ceux qui ont été ensuite champions d'Afrique des U20, qui sont allés jouer les 8e de finale de la Coupe du Monde. Maintenant, ce sont d'autres joueurs en U17 qui viennent reprendre le flambeau. La même chose avec le Mali qui était 3e à la dernière Coupe du Monde des U20 et qui replace également son équipe des U17 en demi-finale de Coupe du Monde. Ce n'est pas écarté. À partir du moment où ils ont pu écarter la Croatie, qui est une très bonne équipe, le Brésil qui était favorite, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher le Nigeria et le Mali. Ils vont attendre soit l'Équateur, le Mexique, la Belgique ou le Costa Rica. De ces 4 équipes, eh bien, le Nigeria et le Mali sont quand même un cran au-dessus de ces équipes, même si on sait que les Mexicains sont difficiles à jouer et que également les Belges et les Costariciens vont jouer leur chance à fond. Mais pour l'instant, les 2 équipes africaines qui sont qualifiées pour cette demi-finale, il y a également le Mali, Abdelaziz Maïga, la victoire du Mali 1-0 devant la Croatie. Cela prouve et on va petit à petit vers les analyses ou encore les stats de Maïga qui disait la semaine dernière que on peut retrouver le Nigeria et le Mali en finale. C'est possible. Et tout est encore possible parce que s'ils confirment tout le bien qu'on pense d'eux, je pense déjà qu'ils sont sur une pente ascendante parce que le début de la compétition n'a pas été facile pour les 4 équipes engagées et maintenant on se retrouve avec 2 qui représentent valablement le continent africain, des équipes qui, par les catégories inférieures, nous ont toujours fait plaisir. Je pense qu'ils iront encore très loin, vu l'efficacité que le Nigeria montre aussi depuis les phases éliminatoires de cette compétition mondiale. Très véloce, meilleur buteur, il faut le dire, meilleur buteur, et sans oublier les joueurs tels que Sidiki Maïga qui poussent vraiment cette équipe du Mali. En ce qui concerne Osimhen, Sidiki Maïga pour le Mali qui pousse vraiment cette équipe et les Aiglons ont une très bonne équipe. C'est certainement qu'ils ont des arguments à faire valoir, soit face au Costa Rica pour pouvoir se hisser en finale et on espère avoir une finale 100% africaine. Bah oui, c'est d'ailleurs le thème de la semaine. Pour rappeler également que les autres quarts de finale se jouent aujourd'hui, Mamadou. Il est quasiment 20h, donc on aura les résultats dans quelques 1h30 minutes. Et il sera question de Équateur, Mexique et Belgique, Costa Rica, 2 rencontres. Et les 2 qualifiés vont donc affronter soit le Nigeria, soit et le Mali en demi-finale. Alors, Mamadou, je crois qu'on a fini. On a fait le tour de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans. Nous allons parler cette fois-ci de Volker Finke.
Volker Finke, alors qu'il était prévu qu'il signe son deuxième contrat à la tête de l'encadrement technique des Lions indomptables dans les prochains jours, Volker Finke a été limogé ce vendredi par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, alors que les Lions indomptables du Cameroun s'apprêtent à aborder le deuxième tour des éliminatoires du Mondial 2018 avec la double confrontation qui les opposera au Niger le 11 novembre 2015 prochain. Michel Zueyi. Nouveau coup de tonnerre ce vendredi 30 octobre dans le football camerounais. Alors que le peuple camerounais était impatiemment en attente de la publication de la liste des 23 joueurs qui devront prendre part au match du 11 novembre prochain contre le Niger, comptant pour la deuxième journée du Mondial 2018, la première chaîne camerounaise a annoncé le limogeage de l'entraîneur national du Cameroun, Volker Finke. Une décision qui a été prise lors de la session de travail du comité exécutif de la FECAFOOT à Yaoundé, tenue le 30 octobre, et qui vient déstabiliser le technicien allemand Volker Finke et chambouler tous ses projets. Car ce dernier, dont le contrat avait expiré, était censé renouveler pour 2 années supplémentaires et se trouvait même actuellement en Europe afin de suivre les internationaux qui évoluent dans le dit continent. Selon les raisons évoquées par le président de l'instance camerounaise de football, le premier facteur qui a emmené les membres de son bureau exécutif à prendre cette décision réside non seulement dans le fait que Volker Finke était depuis longtemps rejeté par une bonne partie des Camerounais, mais que ce dernier paie également le prix de ses choix tactiques, souvent contestés, et surtout de son dernier résultat avec la sélection nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, il a fallu que le tacticien allemand, Volker Finke, bafoue encore l'autorité camerounaise, confirme Tombi Aroko Sidiki, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Sur ce, la Fédération a pensé qu'il fallait procéder à un changement afin de redonner confiance à cette équipe qui a pourtant des talents. Le tacticien allemand Volker Finke, qui est arrivé à la tête de la sélection Fagnon en fin mai 2013 pour un mandat de 2 ans, est donc remplacé par ses 2 adjoints camerounais que sont Alexandre Belinga et Bonaventure Djonkep qui assureront l'intérim. Voilà, Abdelaziz Maïga, Volker Finke, limogé à l'aide de cette équipe des indomptables du Cameroun. Le coach emblématique des Lions est parti, peut-être par insuffisance des résultats, mais que derrière, il y a Belinga qui reprend donc le flambeau et Bonaventure Djonkep. Effectivement, Belinga et Djonkep qui reprennent le flambeau. Les gens qui ont certainement aussi des arguments à faire valoir, qui ont appris dans l'ombre de Volker Finke, et on espère que ces gens, vu l'apport technique et l'expérience de Finke, ils permettront aux Lions indomptables du Cameroun aujourd'hui de retrouver tout le meilleur niveau, parce qu'il faut le dire, les Camerounais, sinon les Lions indomptables du Cameroun, c'est pas ce qu'on a connu à l'époque de Rigobert Song, de Ndjitap, de toutes ces gloires. Oui, mais il y en a encore. Il faut faire. Et ceux qui Bertin, ça il faut le dire. Benjamin Massing et puis Stéphane Takao. La liste est longue, et ce qui fait plaisir, c'est de voir des Africains prendre les commandes d'une équipe africaine ou encore d'une nation africaine. Ça fait plaisir parce que on est mieux servi que par soi-même, on ne cessera de le dire. Et on se rappelle bien sûr du premier sacre de l'équipe camerounaise des Lions indomptables du Cameroun en phase finale de Coupe d'Afrique. C'était exactement en 1984, c'était en Côte d'Ivoire, Mamadou. Et cette victoire contre le Nigeria, 3-1, des buts de Roger Mila, de Bida Arantes et puis du docteur Feu Théophile Abega. C'était là encore la plus grande équipe avec les Jules Onana et autres qui faisaient parler. Oui, bien sûr. C'est une très très grande équipe des Lions indomptables du Cameroun, 84, 86. Finaliste battu par l'Égypte 1-0, 88 finalistes gagnants, victorieux, c'était contre le Maroc. Et puis bon, voilà, on connaît l'histoire. Et la Coupe du Monde de 82, Mamadou, c'était ça, la grande équipe. Roger Mila. Voilà, Roger Mila et Ibrahim Aoudou et autres qui avaient donc éclaboussé le monde de leur talent. On va poursuivre et parler cette fois-ci de Samuel Eto'o-Fils. Lui veut promouvoir 2 programmes portant sur la santé. Samuel Eto'o, encore dans l'humanitaire, l'attaquant camerounais habitué à des œuvres de charité a cette fois décidé d'aider la FIFA à promouvoir 2 programmes portant sur la santé. Il s'agit de 11 pour la santé et 11 contre Ebola en Afrique. Dans le cadre de cette promotion, Eto'o se rendra en Sierra Leone et au Ghana. Ce serait en compagnie du professeur Djiri Dvorak, médecin en chef de l'instance dirigeante du football mondial. En Sierra Leone, les 2 hommes se rendront dans les communautés touchées par Ebola et évalueront l'efficacité de la campagne d'urgence 11 contre Ebola lancée en 2014 par la FIFA et la Banque mondiale. Le football
est le plaisir d'être ensemble, dit-il, un moyen sûr d'améliorer la santé pour rester en forme. Il faut être discipliné et la discipline est un outil formidable pour éduquer les jeunes gens et leur faire adopter un mode de vie plus sain, a souligné Samuel Eto'o, qui n'est pas la seule star du ballon rond à s'associer à ce combat. Cristiano Ronaldo, Didier Drogba et Neymar se sont également joints à la FIFA pour faire passer des messages de santé publique simples et aider à empêcher la propagation du virus Ebola. Mamadou Niang, c'est encore là, Samuel Eto'o, même si aujourd'hui il s'éloigne un tout petit peu des terrains, mais qu'il continue bien sûr en ce qui concerne les œuvres de charité, toujours présent pour venir en aide aux autres. Non, mais il est toujours présent pour venir en aide, comme tu l'as dit, aux démunis. C'est dans ses habitudes. Et bravo à Samuel, et puis bravo également à tous les footballeurs qui avancent beaucoup d'argent, mais qui pensent aussi aux autres, qui ne pensent pas seulement à leur être... Cristiano Ronaldo, Neymar, également les Zidane, tout le monde. Les Zidane et tout le monde qui est dans cette lancée-là et puis dans ces œuvres-là. Bon, Samuel, ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. On l'a vu également installer aider des centres de formation en Afrique. Et maintenant, tout dernièrement, même la semaine dernière, il a acheté l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, qu'il a remis à l'État camerounais. Il est en train de construire des stades, donc c'est quelqu'un qui est dans l'action et puis bon, qui continue encore à aider l'Afrique. Donc à l'image des autres aussi. Donc félicitations à Samuel, longue vie et puis qu'il continue encore à soutenir et puis que les autres... Il a le soutien de 7 sports, hein, ça il faut le préciser. Que les autres... Le service des sports de Canal 7 avec Abdelaziz Maïga, Mamadou Niang, Michel Zueyi, Willy Tonangoy de Bambera, eh bien, tout le monde est derrière. Et bien sûr, la rédaction. On est derrière lui et puis on remercie. Le rédacteur en chef, Carmen Adomomengue, tout le monde est là derrière Samuel Eto'o pour mais vraiment l'aider à faire des choses très importantes pour le continent africain. N'est-ce pas, Mamadou? Mais voilà. C'est une action à soutenir, surtout pour montrer aussi l'exemple à d'autres joueurs, parce qu'ils sont nombreux à jouer sur le continent européen ou encore sur d'autres continents, à s'amasser des fortunes sans penser réellement à la population. On a vu comment Ebola a pu décimer les populations sierra-léonaises et bien d'autres. Alors cette action, vraiment, voir rien que Samuel Eto'o sur cette action, c'est bien, mais je pense que Samuel Eto'o n'est pas le seul joueur africain. Il n'est pas le seul concerné par les causes africaines. Normalement, il devait avoir d'autres joueurs africains qui devaient soutenir. C'est bien de voir Cristiano Ronaldo, c'est bien de voir Neymar, mais est-ce qu'Ebola touche vraiment ces pays? Donc l'exemple devait venir ça devait servir tout simplement d'exemple à d'autres grands noms du football africain pour qu'ils puissent agripper à ce projet, pour qu'on puisse parler, on puisse éradiquer Ebola définitivement de l'Afrique. Je pense, dans une année antérieure, on parlait de Marc-Vivien Fouet qui avait soutenu la poliomyélite, et aujourd'hui on ne parle plus de poliomyélite, et du coup c'est un exemple à soutenir, et voilà. Voilà, merci Abdelaziz Maïga. Nous allons poursuivre et parler du Tour du Faso. Nous sommes quasiment dans la deuxième partie de l'émission. Le 28e Tour du Faso, l'une des plus grandes compétitions cyclistes d'Afrique, a pris le départ vendredi 30 octobre à Ouagadougou, malgré l'insécurité qui règne actuellement au Burkina Faso. Ce pays qui est victime d'attaques djihadistes qui ont touché pour la première fois cette année plusieurs localités de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Michel Zueyi. Le 28e Tour du Faso, une des plus grandes compétitions cyclistes d'Afrique, a pris le départ vendredi à Ouagadougou, malgré les craintes d'attaques djihadistes qui ont touché pour la première fois cette année plusieurs localités de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest. Les 2 premiers jours de course se sont déroulés sans incident, car les autorités du pays ont pris des dispositions pour assurer une protection rapprochée aux cyclistes, étant donné que le peloton va désormais s'éloigner des zones à risque. Directement sur le tour, il y a des gendarmes et des policiers effectivement qui assurent la sécurité. Comme il est dit, le tour est totalement escorté, que ce soit à son avant ou à son arrière. On a des hommes qui escortent, mais au-delà de ça, comme il est dit, ça c'est tout ce qui est dynamique. Sur le plan statique, on a effectivement également des gendarmes, policiers, l'armée en général, qui a un dispositif en tout cas qui permet à la caravane de traverser les villes, de faire le tour en toute sécurité. Les organisateurs n'ont pas complètement évité le nord du pays et les frontières avec le Mali et le Niger, puisque le peloton a fait étape à Ouaï-Gouya, la grande ville septentrionale située à moins de 100 km du Mali.
Le ministère des Affaires étrangères français a déconseillé ce secteur aux voyageurs, le classe en zone rouge, car des groupes djihadistes sont actifs juste de l'autre côté des frontières. L'on se souvient qu'en 2014, le Tour du Faso avait été annulé pour la première fois en raison de l'épidémie d'Ebola qui s'était propagée dans les pays de la région, qu'étaient la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. C'était la première annulation depuis sa création. Mais cette fois-ci, cette décision a été évitée. Le 28e Tour du Faso est donc mené actuellement par le Marocain Moussine Lasseni qui tient les commandes de la course et elle s'achèvera le 8 novembre au terme d'un parcours de 1880 km. Voilà, Abdelaziz Maïga, 28e édition de cette course cycliste, le Tour du Faso, mythique, légendaire course au niveau mondial même, ça il faut le dire, et qu'aujourd'hui quand même, bon, c'est vrai on parlait d'insécurité, mais il n'y a vraiment pas quand même, en coulisses tout à l'heure et puis en off, on disait qu'il n'y avait pas vraiment d'insécurité. Il n'y a pas à crier insécurité parce que l'insécurité c'est au niveau des frontières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu des attaques djihadistes qui freinent un peu l'élan de l'organisation et sans oublier le coup d'État manqué de Diendéré, et ce qui mettait un peu ça veut dire que ce parce que sinon on va rentrer dans la politique. Il n'y a pas d'insécurité en tant que telle. Et le ministre le Tour du Faso a bien eu lieu, le coup d'envoi a été donné. Ça a été donné, le ministre dans de bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions, le ministre de l'Intérieur a rassuré, tout se passe bien. Il a mis les dispositions en place avant chaque étape. Il y a des gendarmes qui sont sur les lieux pour pouvoir baliser le terrain. La sécurité est de mise. Nous sommes d'accord avec ça. Et aujourd'hui, il y a un résultat positif pour un coureur burkinabé dans cette course. Effectivement, aujourd'hui, il y a un coureur burkinabé qui s'est imposé. Il s'agit de Salifou Yarbanga qui s'est imposé sur cette 4e étape. Mais le maillot jaune est toujours, le maillot jaune est toujours gardé par le Marocain Mouchine Lachaini. Merci Abdelaziz Maïga. En ce qui concerne le Tour du Faso et toutes ces précisions, nous allons poursuivre et parler d'athlétisme au Gabon. Le ministre des Sports, des Loisirs du Gabon, Blaise Lembe, a reçu la semaine dernière à son cabinet les 2 fédérations gabonaises d'athlétisme qui étaient à l'origine de la mise à l'écart provisoire du Gabon par l'IAF de toute activité internationale. C'est donc pour faire table rase et trouver un terrain d'entente que Martial Parezo d'une part et Jacques Obam Essono d'autre part ont accepté l'arbitrage du responsable des sports du Gabon. On regarde. Par crainte de voir la sanction provisoire se travestir en sanction définitive et après moult concertations, le ministre des Sports du Gabon, Blaise Lembe, a réuni à son cabinet les 2 antagonistes en vue d'une sortie de crise. Après un peu plus de 10 heures de discussion, les 2 camps sont donc tombés d'accord pour taire les incompréhensions et rétablir la sérénité au sein de cette fédération qui marque le pas depuis 2009. C'est une conclusion importante qui va permettre à nos athlètes désormais de compétir, de pouvoir compétir en international, surtout que bientôt les Olympiades. Et nous pensons qu'en prenant cette décision, la Fédération internationale de l'athlétisme va revenir à de bons sentiments pour pouvoir accorder à nos athlètes la possibilité de compétir. De ce fait, Martial Parezo a été reconduit à son poste de président de la Fédération gabonaise d'athlétisme et a promis de mener une réflexion profonde sur les questions de gouvernance. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre en ce qui concerne l'athlétisme au Gabon. Les 2 fédérations qui étaient à couteau tiré ont réussi à trouver un terrain d'entente grâce à l'arbitrage du ministre des Sports du Gabon, Blaise Lembe, et qu'on s'attend bien sûr, Mamadou, à un retour des athlètes gabonais sur les pistes africaines et mondiales. Mais c'est bien d'abord d'avoir signé le calumet de la paix, d'avoir firmé le calumet de la paix. Parce entre Parezo et Obama. Ensuite, bon, ça a retardé quand même. Ils ont beaucoup retardé les athlètes. Bon, en fait, pénaliser un peu les athlètes sur le plan international. On a vu que pratiquement les athlètes n'ont pas pu compétir aux championnats du monde, aux éliminatoires des Jeux Olympiques. Et puis, c'est à partir des meetings que les athlètes se mettent en place, gagnent des points pour être qualifiés aux Jeux Olympiques. Donc, ils ont perdu quelques mois. Maintenant, je pense qu'à partir du moment où ils ont retrouvé la paix des braves, bon, maintenant qu'ils se mettent au travail, surtout pour la formation, parce que vraiment, l'athlétisme a besoin, on a besoin de compétition des jeunes, on a besoin de formation, on a besoin également d'un meilleur encadrement des athlètes qui sont au plus haut niveau pour avoir réussi des performances.
Voilà, nous allons poursuivre et parler cette fois-ci du thème de la semaine. Coupe du monde des moins de 17 ans qui joue actuellement au Chili. Va-t-on vers une finale 100% africaine? C'est la question du jour. Abdulaziz Maïga, nous avons en demi-finale deux grandes équipes africaines, le Nigeria et le Mali. Le Nigeria est le tenteur du trophée de cette compétition. Le Mali, par rapport bien sûr à son parcours, montre clairement ses ambitions dans cette compétition. Et que bon, c'est vrai qu'il y a l'Équateur, il y a le Mexique, la Belgique et le Costa Rica qui vont s'affronter dans le cadre de ces derniers quarts de finale. Mais quand on sait, comme le disait Mamadou tout à l'heure, que bon, après avoir dépassé le cap de la Croatie et du Brésil, on ne voit plus. Mais vraiment, quelle équipe pourrait bloquer les équipes africaines en demi-finale? Est-ce que c'est possible d'assister à une finale 100% africaine cette année en Coupe du Monde? Rien n'est moins sûr, mais tout reste possible aussi. Il ne faudrait pas que nos représentants puissent avoir la grosse tête parce qu'ils ont battu les équipes telles que le Brésil, la Croatie et autres. Parce que c'est ce qui fait souvent défaut au niveau des jeunes. C'est le manque d'expérience. Parce que quand on arrive à gagner ou encore à battre des grandes équipes... Le Nigeria est quand même le champion en titre. On ne refuse pas le Nigeria, c'est une grande équipe, mais le Nigeria n'a pas à se vanter devant le Brésil. Le Brésil, il y a un an. Donc quand le Nigeria sort d'une compétition encore, bat le Brésil, il ne faudrait pas qu'il y ait la grosse tête. Donc 3-0, ils doivent avoir la tête sur les épaules. En 39 minutes, le Nigeria avait fait... Ils ont plié le Brésil en 5 minutes. Tout reste possible. Je pense que les Africains ont des arguments à faire valoir dans cette Coupe du Monde de moins de 17 ans. La preuve en est qu'ils ont bien commencé jusqu'à présent en battant, en éliminant les favoris. Et pour moi, le Nigeria est en passe de réaliser un doublé. D'accord. Mamadou Niang? Bon, je pense qu'il n'y a pas de crainte à se faire parce que, comme je l'ai dit ici, les équipes des jeunes africaines n'ont rien à envier aux autres. Et quand on voit un peu ces équipes évoluer, ils sont souvent au-dessus des équipes européennes sur le plan de la valeur intrinsèque. Oui. L'Africain, il est doué de nature. La différence se fait juste quand ils sont un peu plus grands, au niveau tactique, la discipline tactique, tout ça. Donc on voit que ces garçons observent cette discipline tactique. Déjà, ils sont imprégnés sur le plan tactique de ce qu'ils vont faire. Maintenant, le plus, c'est qu'ils sont beaucoup plus puissants. Ils ont une puissance athlétique qui fait la différence. Ils ont également la technique individuelle africaine. Ouais. Ils jouent vraiment à l'africain. Quand ils sont dans ces compétitions-là, ils sont à l'africain. C'est ce qui fait un peu qu'ils sont supérieurs aux autres. S'ils n'attrapent pas la grosse tête, comme l'a dit Aziz, je pense que le Brésil, les autres équipes ne devraient pas leur empêcher de jouer la finale africaine. Une finale 100% africaine. Ouais. Il y a l'Équateur qui va quand même jouer sur le fait, et le Mexique. La Belgique aussi est encore en embuscade. Le Costa Rica, toutes les équipes sont susceptibles de jouer à la finale. Mais quand on regarde un tout petit peu le parcours du Mali, Abdulaziz Maïga, mais quel parcours! Un parcours époustouflant et le Mali n'a pas à rougir et les Maliens doivent même peut-être se targuer de ces résultats parce qu'au Mali, il y a une formation qui est mise en place. Il y a des championnats au niveau de chaque catégorie. Il faut féliciter des centres de formation tels que le CSK, le centre Salif Keïta, qui est un centre qui fait beaucoup pour le football malien. Et on voit comment chaque division encore au niveau de chaque catégorie, il y a des catégories juniors, il y a des catégories seniors, mais très dynamisées avec un championnat très bien suivi. Je pense que si l'État malien met encore plus de moyens, le Mali fera parler de lui. Voilà, le Mali fera parler de lui dans de grandes compétitions, mais déjà, chapeau Mali pour ce qu'il est en train de faire. Le coach des moins de 17 ans nigérian, Mamadou Niang, Emmanuel Amouniké, aujourd'hui est en passe de faire un doublé, comme disait Aziz Maïga. Est-ce qu'on pourrait comprendre que que le Nigeria aujourd'hui n'a pas d'adversaire dans cette Coupe du Monde parce qu'on a quand même vu les scores et la façon de jouer, la façon de plier les matchs. Est-ce que le Nigeria n'a vraiment pas d'adversaire dans ce tournoi? En tout cas, c'est un tournoi qu'ils ont dominé du cap à la cheville jusqu'à présent. De par le jeu, de par le score, l'ampleur des scores. En huitième de finale, ils ont battu 6-0. En demi-finale, en quart de finale, c'est 3-0 et pas n'importe quel adversaire, c'est contre le Brésil. Donc ça veut dire que cette équipe du Nigeria a quelque chose à prouver. Maintenant, par rapport à la qualification du Mali, au parcours du Mali et du Nigeria, et aussi au parcours des autres équipes en U20, alors ça doit servir d'exemple, d'émulation aux autres pays africains. Il ne faudrait pas qu'on retrouve tout le temps le Mali,
la Guinée, non, le Mali, le Nigeria. Par exemple, quand je prends l'exemple de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est un peu à la traîne dans la formation. Donc il faut qu'ils puissent un peu se servir de la performance de ces équipes-là pour voir qu'est-ce qui ne va pas en Afrique centrale, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que aussi les équipes de l'Afrique centrale puissent représenter une femme, avoir une bonne formation, avoir de bons cadets, de bons juniors. Au Gabon, on avait démarré avec les U23 qui sont qualifiés, donc qui ont été champions d'Afrique. Ouais. Et puis après, on a plus rien vu. Les Yohan Ngoualeman et autres. Voilà, les U17 qui ont joué une finale, non, une phase finale au Maroc ou en Algérie. Depuis, après, on n'a plus revu. Dans les autres pays, c'est la même chose. Je crois qu'il faudrait que les résultats qui s'inscrivent dans la continuité. Alors, on va conclure en disant, est-ce qu'on pourrait assister à une finale 100% africaine dans cette Coupe du Monde de 17 ans? Affirmatif. Abdelaziz Maïga. Effectivement. Ben voilà. Cette sport, c'est terminé, je pense bien, mais avant, nous allons pouvoir saluer tous ceux qui nous ont écrit sur la page Facebook de l'émission. Il s'agit de Alphonse Dodet Samba Magnagnan depuis Mounana. Christian Goussi également nous a écrit sur la page Facebook de l'émission. Aïke Innocent, Ngoukou Lubin Martial, Pizia Nkondi depuis la République démocratique du Congo, Dalia Laure Moussadji à Lambarène, c'est au Gabon, Ted Foster Magnaga au Gabon également, et Lo Nabab Chambers à Libreville au Gabon. 7 Sport, c'est terminé, mais vous aussi, n'oubliez pas de nous écrire sur la page Facebook de l'émission 7 Sport, Canal 7 Sport, et puis bien sûr vous avez le droit de nous faire poser vos questions, nous apporter également des informations. C'est terminé pour aujourd'hui 7 Sport. Merci Abdelaziz Maïga. Merci Willy. Merci Mamadou Niang. Merci Willy, merci Aziz. On se retrouve très prochainement lundi sur ce même plateau, même décor, mais n'oubliez pas de consommer Canal 7 sans modération aucune. Au revoir.